Alors pour commencer, je vous ai parlé de Laurent Ozon et de son dernier ouvrage intitulé France, les années décisives aux éditions Bios. C'est même le premier ouvrage qui est sous forme d'entretien, très intéressant, qui est très bien structuré par cette forme d'entretien. Et il est avec nous, en principe, en direct. Vous êtes avec nous, Laurent Ozon ? Bonjour, oui, je suis là. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je vous présente brièvement sur les plans personnels et professionnels. Vous êtes un chef puisque vous êtes chef d'une famille de 4 enfants, chef d'entreprise. Originaire des Pyrénées, vous êtes aujourd'hui installé dans la région centre. Et sur le plan politique, nous allons assez logiquement nous attarder un peu plus sur ce volet dans le libre journal des idées politiques. Eh bien, on peut au premier abord considérer que vous êtes peut-être un peu plus difficile à cerner puisque vous êtes passé politiquement des Verts au Front National avant de lancer votre propre école de formation de cadre politique, Maison Commune, puis récemment votre propre mouvement politique, le Rassemblement pour un mouvement de remigration. Alors si nous allons essayer de mieux connaître ces mouvements que vous avez initiés, avant je vous propose de faire mieux connaissance avec nos auditeurs et nous présenter brièvement votre parcours. Ensuite nous irons au cœur de votre pensée, de vos analyses développées dans l'ouvrage que vous venez de publier, France, les années décisives. Monsieur Ozon, de quand date votre engagement dans la cité et sur quel terrain s'est-il exprimé ? Eh bien, écoutez, j'ai commencé à militer lorsque j'avais 16 ans et j'ai milité par, je dirais, en partie à cause de, je dirais, du contexte de famille dans lequel je me trouvais, qui a apporté une histoire personnelle qui m'a fait porter mon attention très tôt là-dessus. J'ai d'abord milité dans le domaine de l'écologie, parce que j'ai été saisi très jeune, pour des raisons de famille, par les conséquences en fait de la destruction de la nature et des crises sanitaires qui étaient engendrées notamment par les activités d'un certain nombre de transnationales. Donc à 16 ans, j'ai commencé à militer comme un jeune militant écologiste en allant donc sur le terrain m'opposer à de nouvelles aires d'autoroute ou au saccage à la construction de lignes supplémentaires qui auraient achevé de tuer certains écosystèmes rares. Bref, j'ai commencé donc dans le milieu de l'écologie. Je suis ensuite passé du côté politique pur et simple puisque j'étais chez les Verts. J'y suis resté quelques années. À l'époque, donc les Verts n'étaient pas le groupuscule gauchiste et médiatisé qu'il est aujourd'hui. Il y avait des gens comme Antoine Vechter, etc. Donc des gens tout à fait raisonnables et tout à fait intéressants. Toujours d'ailleurs. Et j'ai donc j'ai travaillé dans le cadre de ce mouvement pendant plusieurs années. J'ai ensuite laissé un peu de côté la politique pour m'occuper essentiellement de ma famille, de mes affaires, de mon travail, enfin bref, comme tout le monde. Et je suis revenu à la politique par le biais du Front National, puisque j'ai travaillé avec Marine Le Pen pendant 11 années pour l'aider en fait à structurer son programme en matière d'écologie et d'énergie. On a évidemment travaillé sur beaucoup d'autres sujets, mais on va dire que ce sont les questions de la relocalisation des activités humaines, c'est-à-dire du localisme, et simultanément les problématiques écologiques et énergétiques qui ont occupé l'essentiel de notre travail. J'ai quitté le Front National après un an donc de travail avec Marine Le Pen pour mettre en place un institut de formation qui s'appelle Maison Commune, qui organise des séminaires assez régulièrement qui s'adressent en fait à ce qu'on nomme les cadres de la périphérie politique, c'est-à-dire en fait des acteurs, les cadres des mouvements politiques, en particulier le Front National, mais d'autres aussi. Et cet organisme a réalisé déjà plusieurs dizaines de séminaires sur des sujets très différents. Parfois des séminaires très pragmatiques sur la préparation de municipales ou au contraire de l'exercice des fonctions municipales. Parfois des sujets plus, on va dire, plus idéologiques ou en tout cas plus politiques aussi, c'est-à-dire des sujets qui portent sur les thèmes de société ou des thèmes politiques qui font l'actualité du moment. Ça, c'est pour l'activité de Maison Commune qui poursuit son travail et qui n'est pas incompatible ni avec mon travail dans le cadre du Front National, ni avec ce que nous avons mis en place par ailleurs. Et pour terminer, c'est un peu long, mais je pense qu'on peut en terminer par là. J'ai créé il y a maintenant 5 semaines, à Paris, le mouvement, et je ne l'ai pas fait tout seul évidemment, parce nous étions plus de 200 à Paris pour le lancement, le mouvement pour la remigration. Le mouvement pour la remigration est un mouvement politique non électoral, c'est-à-dire qu'il ne se
pas sur le plan électoral et qui n'a donc pas vocation à faire concurrence ni au Front National ni à quelque autre formation politique que ce soit. Ce mouvement anticipe, pour faire très bref, les déstabilisations à venir liées au fiasco multiculturel et à la politique insensée en matière migratoire et en matière de population qui est la sienne, et prépare, s'est donné pour objectif de préparer la population, d'informer la population sur les alternatives qu'il y a à ce projet multiculturel absurde. Et nous anticipons des déstabilisations importantes dans les années à venir, à cause précisément du caractère absurde de ces politiques-là. Nous pensons que le Front National va s'approcher, va en quelque sorte innerver les exécutifs politiques progressivement dans les années à venir aussi. Et à côté de ce mouvement, sur les côtés de ce mouvement, si je puis dire, nous nous sommes donnés comme objectif de convaincre, d'argumenter auprès de la population pour lui montrer qu'il y a d'autres solutions que celle de l'impasse dans laquelle nous ont mis les politiques absurdes qui sont organisées en France depuis près de 40 ans et qui nient tout bon sens et qui n'ont aucun avenir. Laurent Ozon, vous avez évoqué déjà un certain nombre de notions qu'on va décrypter dans cet échange. Le localisme, la remigration, quelques idées forces qui seront présentes dans votre ouvrage. Mais avant, je voulais rester encore une petite minute sur l'écologie qui visiblement est ce qui vous a poussé à vous engager. C'est là que vous situez votre engagement à l'âge de 16 ans. Et on s'aperçoit en lisant votre ouvrage, j'ai le sentiment que c'est un peu le fil conducteur. Localisme, remigration, tout ça peut être relié, et d'autres thèmes, à la question écologique. Vous écrivez « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend ». Est-ce que vous pouvez expliciter cette phrase et nous donner la conception que vous avez de l'écologie, qui je crois est différente de la définition médiatique qui serait le sentiment qu'un certain nombre de ressources sont mises en danger, l'eau, certains animaux, etc. Je crois que c'est une conception écologique un peu différente. Est-ce que vous pouvez l'expliciter, Laurent Ozon ? En fait, ma conception de l'écologie n'est pas ma conception de l'écologie, c'est celle des pères fondateurs de l'écologie, si je puis dire, que ce soit de l'écologie politique, mais aussi de l'écologie scientifique. On va dire les deux grands illustres que sont Ernst Haeckel, qui a lui-même conçu l'écologie comme science, et Edward Goldsmith, qui a été le théoricien, le père fondateur de l'écologie politique en Europe. L'écologie est d'abord donc une super science, c'est-à-dire une science qui vise en fait à réunir dans une méthode renouvelée des sciences, des approches scientifiques existantes, pédologie, géobotanique, biologie, etc., avec cette idée claire qu'il n'était plus possible de comprendre un être vivant, en tout cas des espèces vivantes que l'on souhaitait étudier, hors du contexte du milieu. On n'utilisait pas le terme d'environnement, l'anglicisme environnement est venu bien plus tard, hors du milieu naturel dans lequel elles ont évolué dans le cadre de leur évolution et dans le passé. Et donc les écologistes font le constat à la fin du 19e siècle, les scientifiques font le constat qu'il est beaucoup plus simple et beaucoup plus intelligent d'essayer de comprendre les particularités en termes de comportement, de forme, etc., de stratégie de reproduction, comprendre les particularités d'une espèce ou d'un individu de cette espèce à partir du milieu, en l'étudiant dans le milieu dans lequel il a évolué. Voilà. Donc cette approche est une approche évidemment qui se démarque dès d'emblée de toute forme d'utopisme, utopos, sans le lieu, c'est-à-dire en écologie c'est précisément l'inverse. L'écologie est la science des communautés, elle est la science des contextes, et elle apparaît comme une méthodologie scientifique renouvelée qui va perturber, qui va considérablement bouleverser l'approche et la méthodologie scientifique à partir donc de la fin du 19e. Ça c'est pour l'écologie politique, scientifique. L'écologie politique apparaît comme un mouvement social, essentiellement à partir des années 30, en réaction à la destruction par la société industrielle, on va dire, des écosystèmes, et au fait que les scientifiques en question vont se retrouver en quelque sorte aux premières loges pour mesurer l'impact du développement de la société industrielle marchande et mondialisée, en cours de mondialisation, sur leur objet d'étude, c'est-à-dire sur les écosystèmes. Voilà en gros ce qu'est l'écologie. Alors c'est pas mon écologie, c'est l'écologie historique. Alors évidemment, je pourrais développer plus longuement, mais ça nous emmènerait peut-être trop loin. Alors, juste, vous qualifiez les Verts, enfin ceux qui sont qualifiés d'écologistes dans le champ politique et médiatique d'aujourd'hui, d'anti-écologistes. En quoi sont-ils anti-écologistes ? Ils sont
anti-écologiste parce que les Verts est un groupuscule qui est essentiellement composé de gauchistes qui se consacrent essentiellement au combat de la bourgeoisie je dirais, interlope occidentale dans ces combats sociétaux pour obtenir plus de droits pour les homosexuels ou autre chose de ce genre-là. Ce sont des combats qui n'ont rien à voir avec l'écologie, et qui peuvent d'ailleurs être totalement anti-écologiques dans leurs objectifs, mais simultanément, les Verts sont surtout en fait une sorte de caution, je dirais, à la social-démocratie mondialisée elle aussi, et ce sont des gens qui ont un bilan écologiste absolument catastrophique. Dans mon livre, je passe en revue, je crois, une vingtaine de points en l'espace de moins de 3 ans, de renoncements majeurs ou de fiascos écologiques dans un gouvernement qui comptait plusieurs membres d'Europe Écologie Les Verts. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces gens-là ont un bilan qui est absolument lamentable sur le plan écologique. Oui, vous donnez évidemment le dossier huile de palme, l'abandon des normes AB dans la politique de la PAC, l'affaire EPR en Inde, le projet Astrid et j'en passe. Alors, dans votre ouvrage donc qui est sous la forme d'un entretien, vous dressez un constat assez rapidement, ce que font de nombreux auteurs aujourd'hui. Je pense que sur le constat, il y a beaucoup de personnes qui sont présentes et qui le font parfois avec un grand talent. Mais ensuite, il y a la question des solutions. C'est la question de l'analyse prospective. Une fois qu'on a fait ce constat, ce diagnostic, où va-t-on ? Et c'est ce que vous proposez dans votre ouvrage. C'est des voies de redressement, de régénération. En fait, vous pensez demain et vous invitez vos lecteurs, vos compatriotes à se préparer en conséquence. Il y a évidemment un certain nombre de pistes. J'en ai retenu 2 sur lesquelles je vous propose de nous attarder au cours de cette émission. C'est tout d'abord et les 2 sont liés, la question du retour au pays, à l'enracinement des Français, des entreprises, c'est le concept de localisme, et du retour au pays des allogènes, c'est-à-dire de cette population d'immigration récente dont la culture n'est pas soluble dans la culture française, c'est le concept de remigration. Et alors, pour la question du localisme, est-ce que vous pouvez nous donner une définition, et est-ce qu'on peut dire que c'est un autre terme pour la subsidiarité, ou c'est plus large que ça ? Laurent Auzon. Alors non, ça ne recoupe pas la notion de subsidiarité. La notion de subsidiarité, c'est encore un petit peu différent, même si les deux ont des points, évidemment, il y a des jonctions entre ces notions. Mon livre a été pensé surtout, lorsque j'ai écrit ce livre, j'ai pensé au cadre politique, essentiellement au cadre politique du Front National, qui, je pense, tous ont besoin d'avoir les idées claires sur un certain nombre de sujets qui sont les sujets qui font l'actualité, qui vont faire l'actualité politique de ces probablement 10 à 20 prochaines années. Que ce soit l'énergie, l'immigration, la monnaie, etc., etc. Donc c'est un livre effectivement un peu touche à tout, dans lequel j'aborde en tout cas les grands sujets politiques du moment et ceux à venir, avec toujours le biais que j'ai d'une façon générale dans la vie, c'est-à-dire d'apprendre les problèmes de façon réaliste et surtout de façon pratique. Je suis assez peu porté par tempérament à la pleurniche, comme on le dit, c'est-à-dire aux jérémiades et aux slogans. Donc j'aime bien, moi, quand on aborde des sujets, qu'on se mette en situation de cerner un problème et de se mettre en situation surtout d'apporter des solutions. Et c'est donc ce que j'ai voulu faire avec cet ouvrage. C'est pas un c'est pas un programme non plus de solutions, c'est, on va dire, en tout cas une approche qui vise à dégager des solutions ou à permettre d'aborder ces problèmes de façon pratique. Donc face au nomadisme Oui. des Attali, qui invitent les Français, les étudiants dans les programmes scolaires à ce qu'ils soient déplacés tous les 2 ans, par ces mutations dans les entreprises, vous invitez à l'inverse peut-être à la relocalisation. C'est ça le localisme ? Le localisme, c'est cette idée simple de la relocalisation des activités humaines. C'est cette idée simple que la plupart des aspirations profondes des citoyens en environnement politique, des aspirations à la démocratie, à la transparence, à la participation, à l'efficacité, à la cohésion sociale, à la cohésion culturelle, etc. Donc des aspirations profondes des citoyens se trouveront considérablement améliorées si l'on veut bien considérer que le souverainisme, c'est-à-dire la recherche de souveraineté, qui est à la collectivité ce que la liberté est à l'individu, est mieux satisfaite en partant de la base qu'en partant de la tête. Et donc, l'idée générale, c'est qu'il est possible d'aborder un certain nombre des problèmes qui se posent à nous aujourd'hui en matière économique, etc.,
en cherchant la relocalisation des activités humaines, c'est-à-dire la recherche de la proximité, des circuits courts en économie, la détaxation de la proximité. Je propose un certain nombre de mesures dans ce sens-là, qui sont non seulement compatibles avec une approche souveraine et souverainiste en matière politique, comme celle notamment du Front National, mais qui ne se contentent pas de penser la souveraineté ou la question du souverainisme au niveau national, au niveau de l'État, mais de la penser à la base, c'est-à-dire de la famille, je dirais, au village, à la ville, au quartier, au département, à la région, jusqu'à l'État. L'approche localiste est en fait une approche compatible et même complémentaire de celle du protectionnisme, puisqu'elle vise en fait à permettre aux populations de satisfaire en grande partie par elles-mêmes leurs propres besoins. Et c'est là que nous retrouvons un petit peu ce concept de subsidiarité, qui est un concept, donc je ne vais pas expliciter, je pense que vous l'avez déjà fait dans vos émissions. L'idée générale, c'est que dans le contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire par rapport au futur que nous pouvons anticiper aujourd'hui, les solutions localistes peuvent devenir des compléments idéaux à une politique de retour de souveraineté en France, mais aussi plus largement en Europe. Alors, retour de la souveraineté qui passe par l'encouragement de circuits courts sur le plan économique, d'autosuffisance, en gros, d'installation d'entreprises au plus proche des habitants, des travailleurs. Mais alors, ça semble envisageable pour ce qui concerne les matières premières, enfin, tout ce qui concerne la première nécessité, l'agriculture, en somme. Et c'est ce que vous évoquez largement. On voit très bien comment on pourrait être encouragé à consommer des tomates et concombres produits près de chez nous. Mais ça, est-ce que ça ne concerne pas seulement un secteur très restreint de l'économie? Est-ce que cette idée de localisme peut s'étendre à d'autres secteurs? L'idée du localisme, c'est plutôt cette idée selon laquelle il est préférable d'encourager dans tous les domaines, que ce soit en matière d'embauche, en matière de consommation, en matière de production, de chercher toujours en quelque sorte à satisfaire ses propres besoins par soi-même avec ce que l'on a autour de soi. Nous avons un illustre prédécesseur, que ça soit sur le terrain de la remigration, sur celui du localisme, qui était le Mahatma Gandhi, qui avait développé un concept pour les hindous, un concept traditionnel qu'il avait rappelé aux hindous, qui s'appelait le swadeshi. Le swadeshi, c'est dans la culture hindoue, c'est ce principe qui consiste en fait à se servir de son environnement proche en priorité et au détriment de son environnement lointain, c'est-à-dire de servir et de se servir de son environnement proche pour satisfaire ses propres besoins et le servir aussi. Donc cette idée de la démocratie en Europe, on a ça aussi depuis très longtemps, une forme de démocratie grecque. Vous savez que Platon disait que la démocratie pouvait fonctionner je dirais dans les limites de la portée de voix d'un orateur sur l'agora. Il avait chiffré, je crois, exactement le nombre de personnes concernées. L'idée, c'est que le principe, c'est qu'il est possible, en relocalisant ces activités, d'obtenir des meilleurs résultats que celle qui consiste alors ça n'a rien à voir avec la décentralisation, qui consiste en fait à transférer les tares nationales, les tares de nos structures, de nos institutions nationales au niveau local. Le principe du localisme, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est viser en fait au rapprochement. Alors par exemple, je vais vous donner un exemple vous avez par exemple 2000 comptables qui quittent tous les jours les Hauts-de-Seine pour aller travailler dans les Yvelines et 2000 comptables qui quittent les Yvelines pour aller travailler dans les Hauts-de-Seine. Donc ces gens se croisent sur les routes, dans les transports en commun, dans les embouteillages. Et évidemment, si cela existe, et ça n'est qu'un exemple parmi des milliers d'autres, c'est parce que rien n'incite les entreprises, de façon concrète, je dirais en dehors parfois du simple bon sens, rien n'incite vraiment les entreprises à embaucher à proximité, parce que rien n'est mis pour ça. On peut imaginer parfaitement dans le futur des dispositions qui permettraient, et là vous voyez qu'on dépasse loin des problématiques de la carotte et du potiron, parce que le concombre en ce moment c'est plus la saison, si on mettait en place ce type de mesures, on réduirait considérablement, bien évidemment, l'infrastructure de déplacement. On améliorerait considérablement aussi, je dirais, le rapprochement, enfin la responsabilité civique même, des chefs d'entreprise, puisque quand vous produisez aussi quelque part, que vous embauchez des gens qui habitent tout près, et que vous vendez vous-même des productions qui sont consommées en grosse partie localement, votre responsabilité, votre exposition sociale est considérablement impactée par vos activités. Et donc, évidemment, un chef d'entreprise ou une entreprise a un comportement beaucoup plus
citoyen, pour reprendre le vocabulaire à la mode de la gauche caviar, que une assemblée d'actionnaires déterritorialisés à la Attali qui prennent des décisions pour un marché mondial. Donc, le localisme, c'est cette approche pratique et constructive. Est-ce qu'elle elle peut être transférée et appliquée dans tous les domaines ? Probablement pas. Probablement pas. Nous avons des activités économiques qui relèvent de marchés internationaux, qui sont par exemple, prenons Airbus notamment, qui nécessitent donc, qui ne relèvent pas de ce type, du moins qui doivent fonctionner sur des principes différents, mais qui peuvent intégrer parfaitement dans leur logique de recrutement, notamment, des principes d'écologie. Une mesure fiscale qui favoriserait le développement d'une économie locale, de la production locale, et qui permettrait considérablement non seulement de réduire nos dépendances, parce qu'il y a des questions de souveraineté politique et alimentaire, etc., mais en réduisant nos dépendances aussi, de réduire le coût écologique d'un certain nombre de pratiques économiques qui sont aujourd'hui objectivement nuisibles. Alors je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que vous êtes dans le libre journaliste des politiques. Je reçois Laurent Ozon, auteur de France, les années décisives aux éditions BIOS, et nous évoquons une de ces pistes de redressement, qui est la question du localisme. Laurent Ozon, est-ce qu'il y a des pays qui ont avancé un petit peu cette idée concrètement, qui l'ont mise en œuvre ? Est-ce que ça existe déjà un peu ailleurs ? Oui. L'Allemagne, l'Autriche ont beaucoup avancé sur ces questions-là, donc ce ne sont pas des problématiques qui concernent les pays du tiers-monde. Au contraire, ce sont des logiques qui sont même compatibles parfois avec des économies d'exportation. C'est un peu contradictoire, mais on a un certain nombre de pays qui ont fait de gros efforts de relocalisation d'un certain nombre de leurs activités, ce qu'on appelle les activités de l'économie de subsistance, et qui simultanément ont développé des stratégies industrielles extrêmement agressives. C'est le cas de l'Allemagne, de l'Autriche notamment. Vous parliez de mesures incitatives. Est-ce qu'ils ont mis en œuvre un certain nombre de mesures incitatives et quelles sont ces mesures incitatives ? Eh bien, dans un certain nombre de Länder, vous avez des mesures qui ont été mises en place visant en fait, à favoriser fiscalement l'embauche locale notamment, ou la production à partir de matières premières produites localement notamment. Mais en France, ça existe déjà aussi d'une certaine façon. Les AMAP rentrent dans cette logique-là, même si c'est... Les AMAP, vous pouvez préciser peut-être pour nos auditeurs de quoi il s'agit ? Oui, c'est les associations pour le maintien d'une agriculture de proximité, qui sont en fait des dispositifs qui permettent d'inciter, de favoriser en fait la création de la reprise de production agricole locale dans le cadre d'un processus en fait d'approvisionnement avec les particuliers. Alors tout ça est assez anecdotique, mais il y a des choses beaucoup plus sérieuses. Regardez par exemple en France le principe des zones franches. Les zones franches, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des endroits où l'État décide, parce qu'il estime que ces zones en ont besoin, de mettre en place des politiques fiscales spécifiques. Donc vous avez des charges fiscales particulières pour les entreprises, vous avez des charges sociales particulières pour les entreprises. Bref, vous avez des exceptions en quelque sorte, c'est-à-dire des pratiques exceptionnelles qui sont consenties dans cette région, afin de favoriser, on va dire, les pratiques économiques et sociales de cette région qui, selon l'État, en a besoin. Qu'est-ce que c'est que finalement qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ni plus ni moins que du localisme, simplement c'est du localisme discriminatoire, puisqu'en fait ça vise à favoriser les investissements, les pratiques d'investissement et aussi à favoriser économiquement certaines régions au détriment d'autres. Le localisme, c'est l'application du même principe, c'est-à-dire du principe de politique fiscale, sociale particulière, dédiée à la relocalisation, c'est-à-dire au rapprochement sur le plan social et à la relocalisation de la production sur le plan économique. C'est donc tout simplement, les mêmes logiques de pratique appliquées simplement à tout le territoire et qui permettront demain d'avoir noué en quelque sorte. Mais concrètement, soit les entreprises, pardon, je vous interromps, concrètement, soit les entreprises se rapprochent des employés, soit les employés vont se rapprocher des entreprises par ces mesures incitatives. Concrètement, est-ce que l'effet pervers, c'est pas de voir finalement l'encouragement à l'embauche de personnes qui habitent dans les zones industrielles, ou alors la condamnation pour ceux qui sont partis loin des centres urbains, comme beaucoup de nos compatriotes, de revenir proche, à proximité de ces zones industrielles, puisque c'est là que sont les emplois. Et donc cette défiscalisation qui existe déjà, elle serait accentuée, elle favoriserait certains au détriment d'autres. C'est précisément le problème de ces
de ces mesures, hein, qui sont des mesures discriminatoires, qui en fait effectivement créent des conditions de fonctionnement, je dirais particulières pour une région, une île, un quartier particulier, enfin une zone particulière. Ces zones d'économie franche sont ce sont des mesures qui sont, à mon avis, plutôt nuisibles. Le principe de l'économie relocalisée, c'est l'idée selon laquelle on pourrait, par exemple, appliquer des systèmes de détaxation de proximité qui permettraient, par exemple, soit sous la forme de crédit d'impôt, soit sous la forme de TVA, je dirais, décroissante, qui permettrait en quelque sorte de rendre les produits de proximité plus compétitifs. Le but toujours, c'est d'arriver en fait, non pas à forcer des économies qui soient, je dirais, qui doivent être subventionnées en quelque sorte par l'État, c'est l'inverse. C'est de favoriser ce qui est local au détriment de ce qui est lointain. Et donc ça s'applique du local, du territoire en quelque sorte, de la communauté de communes, jusqu'à l'État. On peut imaginer parfaitement des taux de TVA remboursables au niveau de la TVA ou par crédit d'impôt à la fin de l'année, au moment des déclarations de charges, des déclarations fiscales ou déclarations de charges pour les entreprises. On peut parfaitement imaginer des mesures fiscales incitatives qui pousseraient les entreprises à chercher à s'approvisionner localement, à embaucher localement. Elles seront libres de le faire ou pas, c'est-à-dire de faire d'autres choix selon des critères qui sont X, Y, Z. Mais une chose est sûre, c'est que ces mesures auraient pour effet de rapprocher considérablement l'embauche, la production et l'approvisionnement, et donc les activités économiques d'une façon générale, du citoyen, du territoire, avec tous les impacts que ça aura sur le plan de l'identité, de la politique, de l'économie et de l'écologie aussi. Alors, il y a un deuxième axe que vous développez dans votre ouvrage, c'est la question, et qui n'est pas sans lien évidemment avec le localisme, c'est la question de la remigration. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce que c'est? Parce que c'est un terme assez nouveau. D'ailleurs, peut-être pouvez-vous nous préciser où est né ce concept, qui en est à l'origine, si on arrive à trouver l'initiateur de ce concept? Laurent Ozon. Oui, alors je crois que dans le champ politique, j'étais le premier à l'utiliser. Il a été utilisé dans le cadre d'un film il y a quelques années pour désigner en fait l'inversion des flux migratoires, et il a été, je crois que je suis le premier à l'avoir utilisé dans le champ politique. La remigration, c'est l'inversion des flux migratoires dans le cadre d'une politique, c'est-à-dire dans le cadre d'un projet politique raisonnable, concerté, méthodique et rationnel. C'est-à-dire que c'est pas un slogan de plus pour crier foutons-les tous dehors, parce que ça fait à peu près 40 ans que les énergumènes se répètent, je dirais, ce type de slogan, et on a bien vu les résultats. Les résultats, c'est zéro. Donc nous pensons que dans le contexte qui va être celui de notre avenir proche, c'est-à-dire du fiasco du projet multiculturel, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous pensons que les populations vont être attentives à la recherche de solutions qui soient des solutions politiques rationnelles, raisonnables, qui seront susceptibles de fonctionner comme des alternatives, ou en tout cas comme des solutions de secours, lorsqu'il deviendra évident pour la majorité de la population que le multiculturalisme a échoué, et que le multiculturalisme entraîne notre pays dans une spirale de tensions sociales, économiques et sécuritaires extrêmement dangereuse. Sur ce plan, vous semblez assez optimiste. D'ailleurs, vous nous dites que la remigration peut tout à fait se faire en lien avec les pays du Maghreb. Alors là, est-ce que c'est pas une pétition de principe? Qu'est-ce qui vous permet de l'avancer? Est-ce que vous êtes en lien avec certains responsables de l'État? Est-ce que vous voyez certains phénomènes démographiques qui pourraient les concerner et au même titre que nous? Oui, ouais. Réponse oui à vos deux questions. Je pense que le personnel politique des pays du Maghreb est en train de s'apercevoir qu'ils sont eux-mêmes, que ce que nous avons subi nous en France depuis 40 ans, ils sont en train de le subir en moins de 10 ans. Ils ont une continuité territoriale. Il y a 80 millions d'arabo-berbères aujourd'hui, 80 millions en tout d'arabo-berbères qui peuplent les pays du Maghreb, d'Afrique du Nord, qui sont en continuité territoriale avec des populations subsahariennes, qui ont des stratégies démographiques radicalement différentes. La démographie du Maghreb s'est considérablement ajustée sur celle de l'Europe. Elle n'est pas encore au niveau de la France, mais elle s'est considérablement rapprochée de celle des Européens. Par contre, les populations subsahariennes, le Nigeria, c'est 7,6 enfants par femme, il faut le savoir.
Et ce sont des populations, on annonce pour le Niger, je crois, 450 millions d'habitants à horizon 2050, pour le seul Niger. Ce qui veut dire à peu près 1,8 milliard de personnes à horizon 2050. En continuité territoriale, il n'y a pas la mer entre eux, avec les pays arabo-berbères qui sont aujourd'hui à peu près 80 millions. Imaginez un peu la situation qui est la leur. Je crois que les mois et les années qui viennent vont révéler en fait à tous, si bien sûr les médias continuent Les médias vont continuer bien évidemment l'enfumage sur ces questions-là, et on ne pourra évidemment pas y voir vraiment clair avec eux. Je pense qu'ils attendront que ça craque de toutes parts pour être obligés d'en parler. Mais les populations arabo-berbères sont déjà confrontées à des flux considérables de populations d'origine subsaharienne et sont en train de comprendre ce qui leur arrive et ce qui risque de leur arriver. C'est-à-dire que ce sont des populations qui peuplent le sud de la Méditerranée, le nord de l'Afrique depuis des millénaires, et qui sont en situation d'être littéralement engloutis dans les 30-40 années qui viennent. Donc je suis à peu près sûr, et j'en suis même certain, puisque j'ai des contacts avec des personnels politiques de haut niveau dans ces pays-là, je suis sûr qu'il y a des hommes politiques, il y a du personnel politique dans ces pays-là qui sont prêts à entendre le principe de partenariat stratégique avec l'Europe, pour en quelque sorte sécuriser non seulement la Méditerranée, mais leur pays aussi, afin de trouver des solutions à ce qui n'a pas pu être envisagé dans le passé. Évidemment, il faudra être capable de changer de logiciel politique et sortir un petit peu des années guerre d'Algérie pour passer à des formes, des approches politiques un peu plus constructives et tourner surtout vers le futur et un peu moins vers le rétroviseur. Avant de vous poser une dernière question, parce que je vois que le temps enfile, Laurent Ozon, je me tourne vers les auditeurs qui ont quelques commentaires ou questions. Alors le premier auditeur nous demande d'expliquer ce qu'est un Länder. Bon, ça c'est un terme allemand, c'est le pluriel de d'Asland, la région. En fait, c'est selon les différentes régions de l'État fédéral allemand. Hein, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec Laurent Ozon. Un auditeur nous dit: je suis très content d'entendre Monsieur Ozon, et je m'adresse aussi au patron d'émission. Ce qui manque aux Français, c'est l'aspect pratique et pragmatique de la vie. Les Français ont une vision fausse du monde. Une auditrice: Monsieur Ozon, félicitations à Monsieur Ozon pour son action atypique et cohérente. Il me semble en effet évident qu'on ne peut pas se prétendre écologiste tout en étant immigrationniste. C'est merveilleux de vous entendre. Et puis, ça sera la dernière question, cet auditeur qui nous demande, vous invitez à reprendre le contrôle de la République française qui nous a échappé. Comment fait-on? Très concret, Laurent Ozon. Simple. Ça n'est pas mon travail. Ça n'est pas mon travail. Mon travail à moi, je vous l'ai expliqué. J'ai quitté le champ politique pur, c'est-à-dire celui dans lequel j'étais il y a maintenant 3 ans. J'y reviendrai peut-être dans le futur, mais pour l'instant, je n'y suis pas. Je m'occupe de ce que je vous ai expliqué à l'instant. C'est simple. Si l'on veut aujourd'hui envisager des solutions pragmatiques pour notre avenir, il n'y a une seule formation politique qui permette d'envisager des solutions, avec tous les défauts de cette formation, parce que toutes les formations politiques en ont, hein. Et une formation politique qui a plus de 40 ans d'existence a forcément des casseroles. Enfin, quand je dis des casseroles, est forcément imparfaite, hein, même si elle s'est considérablement renouvelée sous l'impulsion de Marine Le Pen, c'est le Front National. Donc, si vous voulez aller vous investir en politique, quels que soient vos différents parfois de forme ou de fond avec ce mouvement, je crois qu'il faut avoir conscience du fait qu'il faut arrêter de mettre, je dirais, de chicaner, comme on le dit chez nous. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Est-ce que vous voyez, c'est la question que moi j'ai envie de poser à vos auditeurs, pour le coup, est-ce que vous voyez, je dirais, confronté aux problèmes que nous avons à régler dans l'avenir, problèmes économiques, problèmes de population, problèmes graves, est-ce que vous voyez une autre formation politique susceptible de faire avancer positivement ces problèmes d'une façon ou d'une autre dans les années qui viennent? Voilà. Donc la réponse à cette question pour moi est simple, c'est non. Il n'y en a aucune. La seule formation politique qui soit capable d'apporter des avancées et de nous rapprocher de solutions, c'est le Front National. Je connais très bien ce mouvement, je connais bien Marine Le Pen aussi, et je suis certain qu'elle dispose des qualités et d'une partie du personnel, raison pour laquelle il faut s'y investir, qui lui permettra demain de nous rapprocher tous d'une situation politique meilleure. Et je compte dessus. On se demande pourquoi vous l'avez quitté, ce parti. Vous avez commencé par nous expliquer que vous l'aviez quitté. Là, on se demande pourquoi vous l'avez quitté, si c'est la voie du renouveau. Ah non, je l'ai quitté. Je ne l'ai pas quitté parce que j'étais fâché. C'est d'ailleurs assez facile à voir. Je l'ai quitté simplement parce que j'avais d'autres choses à faire, que mon boulot était fait, que par ailleurs, je n'étais plus, mon temps est compté, vous pouvez l'imaginer.
je ne pouvais pas être au four au moulin et j'aime bien faire les choses correctement. Donc j'ai quitté ce mouvement parce que ma présence quotidienne n'y était plus utile. Ça ne veut pas dire que je ne le soutiens pas, je continue à le soutenir, je continue à le soutenir depuis lors et je continuerai à le faire. C'est aujourd'hui la seule alternative politique sur laquelle nous puissions nous appuyer. J'ai envie de dire à tous ceux qui considèrent que le Front National est imparfait à un titre ou à un autre, j'ai envie de leur dire qu'il le sera moins si demain ils s'investissent dedans, c'est-à-dire s'ils donnent de leur temps et de leur énergie pour ce mouvement, pour que ce mouvement devienne, qui compte aujourd'hui près de 83 000 adhérents, d'après ce que je sais, devienne un mouvement encore plus puissant, encore plus fort et se mette en situation d'aller à la conquête des exécutifs politiques nationaux pour qu'on puisse demain aborder toutes ces questions-là avec un peu plus de liberté d'esprit et un peu plus de sens commun. Je pense que c'est possible. Laurent Ozon, merci infiniment d'être venu au Libre Journal des idées politiques. Je rappelle le titre de votre ouvrage France, les années décisives aux éditions BIOS. Et je rappelle que vous êtes également le fondateur du Rassemblement pour un mouvement de remigration. À très bientôt à l'antenne de Radio Courtoisie. Est-ce que je peux vous ajouter un mot simplement ? Oui, je vous en prie. Je vous remercie. Nous organisons une réunion publique consacrée à la remigration qui aura lieu le 14 novembre à 19h30 à Paris. Les personnes qui souhaitent participer à cette réunion, qui va se dérouler dans le prix Intramuros, dans le cœur de Paris, sur la remigration, donc le vendredi 14 novembre au soir, peuvent s'inscrire ou peuvent se renseigner sur le site cosapiens.fr. Ça s'écrit COSAPIENS.fr, qui est le site de réservation cosapiens.fr. Et donc ils pourront trouver toutes les informations qui leur permettront d'y participer s'ils le souhaitent. Merci Laurent Ozon.